Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir Jean-Claude Martinez. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Anne, et le bonheur est pour moi. Il est pas vous êtes venu dans cette émission pour présenter un livre qui s'appelait Euthanasie, stade ultime du capitalisme. Et j'ai envie de vous dire, vous réitérez, vous enfoncez le clou. Bah oui, c'est le Covid devient un allié. Et quand on voit la une de Libé cette semaine avec, je sais pas quoi, même la marque des barbituriques pour euthanasier, comment ne dirait-on pas stade suprême du capitalisme? Stade suprême. Avec ce livre, Une nouvelle ère, le coronalytique, et c'est aux éditions de Chiré. Alors, vous n'évoquez pas du tout toutes les affaires de complotisme, pas de complot, un complot, des vaccins, pas de vaccins. Ce n'est pas votre sujet. Votre sujet, c'est comment en est-on arrivé là à 30 000 personnes âgées mortes, 15 000 dans les EHPAD et 15 000 en dehors, ceux qui sont encore libres de circuler. Bien sûr. Parce que c'est comme ça qu'il faut parler. Il y a ceux qu'on encage et ceux qui sont encore libres. C'est une horreur, ce sont des camps gériatriques, les EHPAD. Vous avez vu que, je crois que c'est Véran qui a dit que les vieux dans un EHPAD pourraient être libérés quand ils auraient été vaccinés. C'est ce que je lis dans le livre, un camp débarquement américain et Patton qui ouvre les derniers camps d'Europe. Alors, nous allons commencer par un état des lieux. Vous êtes horrifié, et vous avez raison, de ce qui s'est passé dans toutes ces maisons sur lesquelles finalement beaucoup de gens font du fric. Ben oui, ce sont des multinationales d'ailleurs françaises. Nous n'avons pas des multinationales pour les vaccins, mais là pour l'enfermement, Corrillan, Orpea, ils se sont retrouvés en Espagne, ils se sont retrouvés en Belgique, au Canada, mais on n'arrive pas à le croire, ce n'est pas une boutade, c'est l'armée qui est entrée dans les maisons de retraite à Madrid, en Belgique, et qui a découvert des personnes abandonnées, mortes depuis plusieurs jours, appelant un chat un chat, il ne faut pas dire les couches pas changées, dans les excréments. Tout le personnel avait fui. Les maisons de retraite étaient vides, il n'y avait plus personne, il y avait les morts et les quelques survivants atterrés. C'est l'armée qui a dû rentrer. Alors que quand je dis dans le livre, le général Patton doit libérer les derniers camps de concentration, mais c'est la même chose. Sauf que là, c'était Patton qui est arrivé, et ben là, c'est l'armée espagnole, c'est l'armée belge qui a dû rentrer. Et tout ça est passé comme une lettre à la poste, alors que c'est l'horreur absolue. L'invention même des EHPAD, c'est-à-dire des lieux où on enferme les personnes âgées, c'est-à-dire être âgé est un délit qui est puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans des EHPAD. C'est cela. On a vu, l'étalement de la présidente de la Commission européenne disant, oui, on va mettre fin au confinement, sauf pour les personnes âgées jusqu'au mois de décembre 2020. C'était au mois de avril, mai 2020. Et tout cela, personne n'a été horrifié d'entendre ces choses-là. Et il a fallu des articles dans le Figaro et ailleurs, parce que aussi ce sont des choses qu'on a dites. Le comte Sponville expliquant que les jeunes étaient des générations, les jeunes de maintenant étaient des générations perdues, parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de faire la guerre d'Algérie dans les Aurès, d'être trachéotomisés par les amis algériens, ils n'avaient pas eu la chance de connaître les camps comme en 40, et donc c'était horrible. Mais on oublie de dire que pendant que les personnes âgées mouraient, parce que quand je dis 30 000, c'était il y a un an. Oui. Là, maintenant, on est à 40 000 personnes âgées. Pendant qu'elles mouraient, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu continuait. C'est-à-dire avril, mai, juin, juillet, on a refusé à 30 000 Français les respirateurs, on leur a refusé l'hospitalisation, il n'y avait pas de place pour eux, mais pendant ce temps, on continuait. C'est la publicité. Alors qu'ils avaient payé tous ces équipements, toute leur vie, par leurs impôts. Mais c'est la publicité de la Maïf, vous vous en souvenez, c'était la Maïf militant. On voyait une personne qui arrivait dans un parking, il y avait un panneau
disons, place réservée aux handicapés, hop, il se garait. Et là, on entendait la voix off qui disait, si tu prends ma place, prends mon handicap. Eh bien, si tu prends mon respirateur, prends mon percepteur. Et ça, on ne l'a pas fait. Bercy a continué à prélever l'impôt sur le revenu à des personnes qu'on laissait mourir 3 semaines de souffrance, d'étouffement, quoi. Et tout ça. Non. Alors, comment expliquez-vous que ce soit arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas tout de même dans notre société, grâce à des hommes comme M. Attali, un petit problème anti-vieux? Mais bien sûr, dans les sociétés. C'est le dernier racisme autorisé. Moi, je consacre mon chapitre, le racisme anti-vieux. Voilà. On ne peut plus dire salarital, espagnol de merde, nègre, bougnoul, on ne peut plus. Bon, Dieu merci, on ne peut plus. Mais on peut dire, il sucre les fraises. Quelqu'un de 70 ans qui peut payer un crédit, on peut lui refuser, normalement, c'est systématique. On peut lui refuser un crédit, on peut dire, bah oui, on va l'enfermer jusqu'au mois de décembre. Ben, s'il n'est pas vacciné, ben oui, il ne veut pas se faire vacciner. S'il se fait vacciner, qu'il fait une hypertension, c'est-à-dire AVC, s'il fait un trouble du rythme cardiaque, s'il fait une paralysie faciale, on comprend. Ah non, mais s'il ne veut pas se faire vacciner, il n'aura pas de passeport. Donc on supprime les frontières, il n'y a plus de passeport pour aller à l'étranger, mais il y a un passeport pour aller au restaurant. Voilà la construction européenne, voilà où on est arrivé, quoi. Non mais on arrive à sourire tous, mais c'est une abomination, ce qui est en train de se passer. Non, mais ce qui est plaisant dans votre livre, c'est que vous êtes... On en vient à rire quand il faudrait en pleurer, s'indigner, se révolter. Vous vous exprimez d'abord de façon très, très rigoureuse, avec des chiffres qui sont énormes. Vous révélez des chiffres importants, mais vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez d'eux, et ça fait du bien, parce qu'en fait, on ne reste pas sur la paix et la tristesse, non. Ça devient une sainte colère. Ah oui, je crois que c'est Brecht qui disait... Il faut anéantir les adversaires, mais les anéantir sur le ridicule. Mais encore une fois, j'insiste, nous avons vécu une tragédie, et nous continuons à vivre une tragédie. On l'a déjà vécu. C'est un basculement. Ça. Vous vous rappelez à juste titre... C'est pour ça que je dis coronolithique, pour rappeler le néolithique. Oui. Mais c'est un basculement anthropologique. On l'a déjà fait avec les 19 490 morts en août 2003. Ah ben bien sûr. À qui on n'a pas donné à boire. Mais bien sûr, c'est Trotsky. Trotsky, disant 1905... disant 1917, 1905 a été la répétition générale de octobre 1917. Eh bien, Raffarin, c'est la répétition générale. Les 14 943 papis et mamies morts assoiffés. Pendant que le ministre de la Santé était au bord de la piscine en t-shirt Lacoste. Le même ministre de la Santé, qui pour le remercier d'avoir fait 14 549 personnes âgées mortes de soif, a été directeur de la Croix-Rouge et président de l'Académie de médecine. Et c'est le même qui, pendant le Covid, est apparu. Donc, ce garçon-là, je ne sais pas, moi, aurait dû se retrouver, je ne sais pas, moi, au Kerguelen. C'est comme M. Salomon qui fait encore des conférences de presse. C'est quand même un garçon qui a brûlé 590 millions de masques. En 2019, 590 millions de masques, peut-être parce qu'ils n'étaient pas à la mode, ils étaient un peu tachés, ils étaient un peu... 580. Et ce garçon-là est encore ministre de la Santé. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, vous avez... Je brûle les étapes, mais parmi les propositions préconisées pour que ça ne se reproduise pas, vous avez l'interdiction... l'application de la loi de Jules Ferry de 1871, l'interdiction faite aux familles régnantes de toucher aux affaires françaises. Et alors vous voulez l'appliquer à ces républicains qui ont un peu... Mais vous savez qu'elle a duré jusqu'à la présidence de Nicolas Sarkozy. Il faut les rendre inéligibles à vie. Toute personne qui a dirigé, qui a participé aux affaires de la France, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme ministre, et qui a créé le traité de Maastricht, le culte de la performance, l'article 104 aussi du traité de Maastricht, les déficits publics ne doivent pas dépasser 3% du
du PIB. Pour ne pas que les déficits publics dépassent 3% du PIB, on a amputé sur les dépenses militaires, le jour où la Turquie attaquera, on le verra, et on a amputé sur les dépenses sanitaires. Et puis on a fait la LOF, la loi organique relative aux lois de finances. Le budget doit être performant. Et bien voilà le résultat, la performance. Ça, il faut que vous en parliez très. C'est le cœur, la cause. C'est le règle, voilà. Ce qu'on appelle donc c'est un article du traité de Maastricht, 1992, la RGPP. Réduction... Ça, c'est après M. Fillon, oui. La revue générale des politiques publiques. Mais que vos auditeurs, Anne, comprennent bien, c'est Pasteur. Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Oui. Voilà. Donc, le virus est peut-être né sur le marché de Wuhan, mais il s'est développé grâce au grand marché unique européen. Oui. Ce n'est pas le hasard si ça a explosé en Italie, si ça a explosé en Espagne, si ça a explosé en Europe. Si nous sommes le continent, d'abord parce que nous sommes un continent de personnes âgées. Hein. L'Europe est un EHPAD continental. Un EHPAD continental. Bon. Mais cette Europe-là est l'Europe de l'article 104C du traité de Maastricht. Cet article 104C du traité de Maastricht, que l'on a, 1992, que l'on a traduit après en 2001 dans la LOF, la Constitution financière de la France, la loi organique relative aux lois de finances, que M. Fillon et M. Sarkozy ont traduit dans la Revue générale des politiques publiques. Ça veut dire quoi? Comme on nous a imposé que les déficits publics ne dépassent pas 3% de la richesse du pays. Je rappelle qu'ils sont maintenant à 10 ou 12, hein, parce qu'au nom de la performance et de la bonne gestion, on a multiplié par 4 les déficits. Je rappelle à vos auditeurs que sous la 4ème République, au pire moment de la 4ème République, que le général de Gaulle appelait la République des déficits, au pire moment de la 4ème République, qui était la guerre d'Algérie, parce que la 4ème République a fait face à une guerre d'Algérie qui n'était pas que nationale, avec l'intervention de l'Égypte, de toute une série de pays, sans parler de la guerre d'Indochine. Au pire moment de la guerre, le déficit de la 4ème République était dans la zone de 5, 6, 7%. Aujourd'hui, on est dans la zone des 10, 11%. Avec le traité de Maastricht, avec la LOF. Donc, pour obéir aux contraintes du traité de Maastricht, on a amputé quoi? Eh bien, on a amputé dans les dépenses sanitaires, dans le numerus clausus, pas de lit, pas de réanimation, pas d'hôpital. Giscard disant, oui, on va limiter le nombre de médecins, comme ça on va limiter le nombre de Et le président dépenses. Mitterrand a continué. Et quand le Covid est arrivé, quand le virus est arrivé, il est arrivé comme quand la grippe espagnole est arrivée. Elle est arrivée sur un terrain, la fin de la Première Guerre mondiale, les économies épuisées, les organismes épuisés. Eh bien, le virus est arrivé sur des économies épuisées, sur des services sanitaires épuisés, et le virus s'est promené tout seul. Il n'y avait pas de lit suffisamment, il a fallu confiner parce qu'il n'y avait pas de lit. Donc, encore une fois, le virus, c'est peut-être le pangolin, la chauve-souris, je ne sais pas, c'est le marché de Wuhan, peut-être, mais le virus, c'est développé sur le terrain créé par l'idéologie folle de la performance, de la rentabilité. C'est ça qui a fait exploser le virus. Oui. Jamais le virus n'aurait flambé dans un pays, Italie, Espagne, équipé en hôpitaux, en respirateurs, en médecins. Jamais ça n'aurait explosé. Et ça n'aurait pas explosé. Écoutez, un exemple. On nous a expliqué les barrières sanitaires. Les barrières sanitaires consistent à se laver les mains. Écoutez, moi, quand j'étais enfant, à l'école laïque, Sète, l'école Arago de Sète, tous les instituteurs communistes, puisque avec Pyongyang, Moscou et la Havane, Sète était un des derniers bastions communistes en 1989, même quand Moscou est tombé. Eh bien, le matin, quand j'allais à l'école de Sète, tous les instituteurs communistes ont passé la revue devant l'institut à la rentrée, les mains devant, les mains en dessous, et celui qui n'avait pas les mains propres, on allait à la cour de récré, il y avait un robinet, même pas un bassin, et on se lavait les mains. Et bien on avait inventé les gestes barrières. Oui. Bon ben, les flux migratoires, je rappelle que la peste est arrivée en Europe avec la Horde d'or. C'est la Horde d'or qui a amené la peste. C'est les grands flux migratoires qui amènent la peste. Ce sont le commerce international, l'Organisation mondiale du commerce. C'est déjà. Est une organisation mondiale de promotion des contaminations. Hein. Oui, puisque la peste à Marseille est arrivée par un bateau qui apportait des soies, qui apportait des cargaisons pour le marché, le grand marché. Il fallait que bien sûr des punaises, des rats dedans, etc. Et ça s'est développé par la Horde d'or qui a transmis tout cela. Eh bien, l'OMC, le traité de Maastricht. Et la MAP, qu'est-ce que c'est la MAP? MAP,
c'est aussi un processus de... Oui, c'est le dérivé. Ça, c'est lorsque le maire de Nantes était Premier ministre, M. Ayrault. Oui. Lorsque M. Ayrault était Premier ministre de Nantes, du président Hollande, la RGPP est devenue la MAP, dont je me souviens plus, mais c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la Revue générale des politiques publiques? On va examiner toutes les politiques et on va voir à quel endroit on peut couper et faire des économies. Voilà. Donc, on a coupé sur l'armée. Bon, bien le jour où nos amis turcs, ou nos amis algériens décideront de venir protéger leur banlieue, eh bien on va découvrir qu'on a 83 000 soldats qui... Toute l'armée française tient dans le Stade de France. On va découvrir ça. Alors bien sûr, il y a des unités d'élite, la Légion, etc. Et on a coupé là où ça proteste pas. Ben, on a coupé sur la santé. Alors non seulement on a coupé, mais en plus on demande à ces médecins, à ces infirmières de passer un grand moment de leur temps de travail à faire des calculs et à calculer leur performance. À faire des indicateurs. Des indicateurs de performance. D'ailleurs, écoutez, des magistrats, au lieu de juger, ben, ils font tel magistrat traite tant de dossiers par jour, tant de dossiers par heure, et pendant qu'il fait ses calculs, ben voilà, il ne soigne pas. Pendant que le patron d'un service hospitalier fait ses calculs pour se justifier au regard du directeur, ben, il n'est pas au chevet du mal. Mais est-ce que ce n'est pas une prise de pouvoir des technocrates? Oui, bien sûr. Qui ne comprennent pas, parce qu'en réalité, la réalité, que les ils la connaissent pas. téléspectateurs comprennent bien sûr, ce virus, on ne sait pas, etc., etc. Très bien. Mais le terrain, ça, on est responsable du terrain. Voilà. Et ce terrain, pour des raisons idéologiques, ben, il a été favorable au virus. Quoi. Bon, puis vous soulignez aussi que il y avait beaucoup d'argent pour accueillir toute la misère du monde, beaucoup d'argent pour régler les problèmes climatiques, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même refroidir le climat. Mais vous avez raison, on nous explique, M. Jadot, etc., que le grand problème des années à venir, c'est le réchauffement climatique. Eh bien, regardez les 30 000 ou 40 000 morts, personnes âgées, ils sont morts d'un refroidissement gériatrique ou social. Donc, le problème n'est pas d'assurer la transition énergétique, mais les Chinois l'ont compris. Le problème est d'assurer la transition gériatrique. 250 à 300 millions de Chinois vont arriver sur le marché des 3e et des 4e âges. Donc le problème, le défi pour l'humanité va pas être le réchauffement, il va être le refroidissement gériatrique. Comment on traite ce grand... Et pour l'Europe, alors, c'est un défi colossal. Vous voyez, on nous dit qu'il faut isoler les logements. Mais le problème, c'est les gens qui sont dans les logements sont déjà isolés. Quand ils font un AVC, un accident, ils tombent, ils ne peuvent pas appeler le portable puisque vous ne pouvez pas vous servir le main quand vous venez de faire un AVC. Quoi. Donc le problème n'est pas d'assurer l'isolation thermique des logements. Le problème est d'assurer la qualité humaine à l'intérieur des logements. La vie. Vous avez une très belle... Le paramètre clé politique, c'est la vie. Vous nous parlez de la vieille question d'Alice au pays des merveilles, elle demande à un chat, pourrais-tu m'indiquer le chemin? Et le chat de lui répondre, tout dépend où tu veux aller. Ben oui, Et la politique, c'est savoir où on veut aller, c'est-à-dire protéger la vie. Mais bien sûr. Or, nous sommes dans tous les domaines et tous les matins, nous subissons des attaques contre la vie. Écoutez, on va voir la présidentielle. Bon, ben voilà, il passe en gare le train de Olivier Dupont-Aignan. Il vous dit montez dans mon train. Pourquoi? Ben, parce que regardez, il y a la Croix de Lorraine. Bon, très bien, je monte le train parce qu'il y a la Croix de Lorraine. Il passe le train de Mélenchon, montez dans mon train. Ben, pourquoi? Parce que les places sont gratuites pour les pauvres. Il n'y a que les riches qui paient. Bon, très bien, je monte dans le train parce que les places sont gratuites. Bon, Monsieur Jadot dit montez dans mon train parce que à la voiture bar, qui maintenant d'ailleurs est fermée, on ne sert que la nourriture bio. Bon, très bien. Marine dit, montez mon train parce que moi, la sécurité est assurée. Vous ne serez pas balancé par la fenêtre, etc. Très bien.
Mais la question d'une personne qui prend le train, c'est la question, il prend le train pour aller quelque part. Où va le train? Peu importe qu'il y ait la croix de Lorraine, qu'il soit peint bleu, blanc, rouge, que la nourriture soit bio, s'il ne va pas là où je veux aller. Et le train politique, où est-ce que doit aller un train? Ben, il doit aller forcément à la vie. Un train est fait pour créer la politique est faite pour créer les conditions d'épanouissement du miracle que chacun porte en lui, d'être vivant. Regardez le rover, là, je ne sais pas quoi, la Persévérance, il va sur la planète Mars. Pourquoi? Il ne va pas pour trouver Dupont-Aignan, il ne va pas pour trouver Jadot, il va pour trouver des traces de la vie. Et si en 2031, quand il va revenir, il ramène probablement des spores de bactéries et il ramène de la vie, mais ça va être le grand événement. Comme quand on a trouvé dans un glacier de l'Autriche, là, on a trouvé un vieux monsieur de 4000 ou 5000 ans gelé, on l'a passé au scanner, alors que dans les EHPAD, il y en a qui sont chauds, et ceux-là, on leur refuse le respirateur, et l'autre qu'on a trouvé glacé, on l'a passé à l'IRM pour savoir s'il était mort d'une flèche ou pas. Et alors qu'on a plein de vivants, on a des milliers de papis et de mamies qui ont une richesse, qui peuvent raconter la grippe espagnole, ils peuvent la raconter. Ils peuvent raconter comment en 1940, où on n'avait pas les antibiotiques, on mourait de la tuberculose, comment le Rimifon a changé tout cela. Parce qu'on a oublié l'histoire de l'humanité depuis 9000 ans, depuis le néolithique. L'histoire de l'humanité, ce n'est que l'histoire d'épidémies entrecoupées de périodes où il n'y avait pas d'épidémie. Ce n'est que... Nous avons une quarantaine de maladies communes avec le cochon. Nous avons une quarantaine de maladies communes avec les poulets. Nous avons des maladies communes avec le chien, avec le chat, d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec les tiques. Bon. Eh bien, depuis que nous sommes devenus sédentaires, depuis que nous avons domestiqué les plantes et que nous nous sommes auto-domestiqués, depuis que nous vivons en concubinage, si j'ose dire, avec les vaches pour les Indiens, avec les moutons pour les musulmans, avec les cochons pour nous, mais forcément que nous avons mis en commun toute cette base microbienne en commun. Et forcément que le néolithique, la sédentarisation a amené la tuberculose, la variole, la rougeole, toutes les épidémies que l'on connaît, la peste, le choléra, etc. Et de temps en temps, antibiotiques, miracle, on avait oublié qu'il existait des épidémies terrifiantes. Eh bien, le virus est venu rappeler, c'est pour ça que j'appelle le coronalytique, le virus est venu rappeler que depuis 9000 ans, l'homme vit en épidémie permanente, entrecoupées de périodes de rémission, entrecoupées. Les périodes de rémission que nous amènent les antibiotiques ont fini par nous faire oublier que la condition humaine, Camus, la condition humaine, c'est d'affronter des épidémies. Et donc le combat politique, c'est le combat de la vie. Ça ne peut pas être la lutte des classes, même s'il y a une composante. Ça ne peut pas être la performance, c'est la vie. Il n'y a pas autre objectif. Il n'y a pas autre... Et de trouver les solutions. Vous dites qu'il est anormal d'isoler les maisons, alors qu'on peut utiliser... Enfin, il est anormal, on peut le faire évidemment. Mais on peut surtout faire des logements un peu moins petits pour que les gens puissent garder leurs parents chez eux. Quand je propose, entre autres mesures, il suffit d'imposer à tout promoteur le premier étage d'un immeuble ou le deuxième, c'est à moitié logement pratiquement gratuit pour des étudiants, c'est ce que j'appelle l'urbanisme intergénérationnel, moitié logement gratuit pour des étudiants ou des jeunes couples, en échange, à l'autre moitié, ils s'occupent du papier de la mamie qui est en face, sans avoir besoin de le mettre en EHPAD. Écoutez, il y a un garçon qui s'appelle Monsieur Romero, l'ineffable Monsieur Romero, qui a créé un truc, je sais pas, une association pour le droit de mourir massacré, etc. Bon, très bien. Bon. Oui. Parmi ses membres, il avait Mylène de Mongeau, je sais pas quoi. Bon, bah. Nous avons découvert la Mylène de Mongeau qui voulait être piquée, qui demandait à mourir matin, midi et soir. Elle a attrapé le Covid. Après, on l'a interviewée. Dès qu'elle a attrapé le Covid, elle n'est pas allée voir Romero se faire piquer. Elle a filé à l'hôpital. Comme elle était Mylène de Mongeau, on lui a filé des traitements comme Trump. Elle est regaillardie. Alors voilà une dame qui nous a expliqué qu'elle était chez Romero, qu'elle donnait des soins vers Romero, qu'elle voulait être piquée si
qu'elle était malade, et dès qu'elle a été malade, elle a filé à l'hôpital, et comme elle était Mylène de Mongeau, elle a eu droit à l'oxygène, et elle court comme un lapin. Voilà l'exemple parfait. Celle-là, au moment de vérité, tout son cerveau, toute son âme, tout a parlé en elle. Elle a dit « je veux vivre, je veux vivre, je veux ». Elle n'a pas appelé Romero, elle a appelé le SAMU, et elle n'a pas appelé Romero. J'espère que maintenant, elle ne verse plus à Romero. C'est des comportements de riches, de gens qui s'amusent. Quand ils sont en pleine forme, ils jouent un set de tennis à midi. Ils disent ah bah, « écoutez, si je rate le prochain set, vous me piquez. » Voilà. Alors, ces politiques doivent, selon vous, agir pour le bien commun. Donc, il y a toutes ces solutions que vous venez de proposer. Il y en a une aussi, c'est la gestion des impôts. Là, vous êtes professeur de droit, vous êtes extrêmement pointu sur ce sujet. Et la question des impôts, que vous avez approfondie toute votre vie, il y a quand même beaucoup de choses à dire et à faire. Mais on ne peut pas continuer comme cela. Écoutez, tout cela était basé... D'abord, vous observerez que sur 9000 ans, l'espèce humaine apparaît au Djebel Irouk. C'est d'ailleurs un Français, Jean-Jacques Hublin, qui découvre les premiers squelettes de Sapiens Sapiens. Si un Sapiens Sapiens rentre dans le studio, s'assoit à mon côté... Bon, ben, il aura peut-être une barbe, un peu truc, mais il parlera comme moi. 300 000 ans. L'espèce humaine, Sapiens Sapiens, 300 000 ans. Pendant 291 000 ans, on marche tranquille jusqu'au moment où on se sédentarise, au Moyen-Orient pour nous, mais ailleurs aussi. Donc pendant 291 000 ans, sédentaire. 9 000 ans, nomade. 9 000 ans, sédentaire. Dans ces 9 000 ans de sédentaire, jusqu'à 1914 pour les Français, 1913 pour les Allemands, disons jusqu'au début pour les Américains, jusqu'au début du XXe siècle, pendant ces 9000 ans, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et l'humanité continue. Elle invente les avions, elle invente les voitures, elle invente la machine à vapeur, elle invente la roue, elle invente l'écriture, elle invente Dieu. Pendant 9000 ans, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et les grandes inventions, électricité comprises, sont faites quand il n'y a pas l'impôt sur le revenu. Bon. À partir de 1914, en gros, début 20e, dans tous les pays du monde, apparaît un impôt sur le revenu, c'est-à-dire un impôt sur le travail, un impôt sur la main. La main qui dessine, à la chapelle Sixtine du néolithique ou je ne sais pas quoi. Et la main. Bon. L'impôt sur le revenu, ça consiste à sanctionner quelqu'un qui crée des peintures, qui crée une poterie, qui travaille. C'est Michel-Ange, il reste 6 mois sur le dos en train de peindre le plafond de la chapelle Sixtine, et quand il descend, on lui coupe phalange l'une après l'autre, au nom du prélèvement, à la fin, il ne peint plus. Voilà, bon. Donc comprenez bien, pendant plus de 300 000 ans, rien. 9000 ans, rien. Et là, juste sur une petite centaine d'années, on invente l'impôt sur le revenu. Ce qui devait arriver est arrivé. Si vous pénalisez le travail, bon, je ne sais pas s'il y a des chasseurs qui vous écoutent, mais si vous avez un chien qui va à la chasse, et chaque fois qu'il ramène un lapin, vous lui filez un coup de barre, oui. C'est sûr qu'à la fin, le chien, il ramènera plus de lapin. Bon. Eh bien, l'autre, il va travailler, il va créer, et on le punit, on le pénalise. Donc déjà, c'était une aberration économique. Vous comprenez pourquoi, Anne ? Tous les Nobel d'économie, James Mead, Maurice Allais le français, Modigliani l'américano-italien, etc. Tous les Nobel ont été pour la suppression de l'impôt sur la main, la main qui crée, c'est à la chapelle Sixtine, le doigt, hop, il tend le doigt, toc, l'autre lui coupe le doigt. Ça, c'est un premier point. Mais on justifie cette aberration économique condamnée par tous les économistes, sauf Thomas Piketty, mais bon, ça c'est peut-être un problème neurologique, c'est autre chose. Bon. Mais on justifie ça au nom de la solidarité. Écoutez, on est tous frères et sœurs, qu'on soit au temple, pas au temple, on est frères. Bon, très bien, on est tous frères. Bon, on est tous frères, et donc il faut se partager. Très bien, c'est justifié. Bon. Mais l'autre, donc on a appliqué ça au nom de la solidarité. Puis à un moment donné, il fait chaud, il y a une chaleur terrible en août 2003, et l'autre, il dit, au nom de la solidarité, je voudrais un ventilateur. Ah ben non, là, il n'y a pas de ventilateur. Bon, il a quand même payé l'impôt sur le revenu, on lui refuse le ventilateur, il meurt. Bon. Puis, arrive le Covid, l'autre, il ne peut plus respirer, il s'étouffe, il a la fièvre, il dit, donnez-moi l'oxygène. Ah ben non, il n'y a pas d'oxygène. C'est un leurre, la solidarité. Alors, toute sa vie, il a payé au nom de la solidarité, et quand, c'est un contrat, il a passé un contrat, vous payez pour les autres, et quand vous en aurez besoin, on vous donnera votre tour.
Quand il en a besoin, on dit « Ah ben là, pardonnez-nous, mais le contrat a changé. » Le contrat a changé. Pour les vieux au dernier stade, on ne paie plus, on paie pour les dieux du stade. Voilà. Donc, Et puis il y a un codicile, euthanasie, rapide, recommandée. vous voyez, donc, impôt sur le revenu au nom de la solidarité, j'ai payé au nom de la solidarité. Quand je demande à être non plus débiteur de la solidarité, mais créditeur, on me dit ça marche plus, on a changé de contrat. Eh bien, moi, je prends acte, Martinez il prend acte, il dit écoutez, il y a un vieillissement, vous nous expliquez qu'il y a un conflit des générations, que chacun doit se débrouiller, qu'il faut des stades, etc. Bon, ben écoutez, prenons acte. L'impôt sur le revenu, ben, c'est terminé, il n'y a pas la solidarité. D'abord pour les raisons économiques dont j'ai parlé, mais c'est plus qu'une escroquerie, c'est une ignominie. Quelqu'un qui a payé pour avoir un respirateur toute sa vie, et à la fin on lui le refuse et on continue à le prélever, il faut en terminer avec cette Vous abordez aussi une grande inégalité. Les sédentaires payent cet impôt, les nomades, c'est-à-dire les multinationales installées à droite et à gauche, eux n'en paient pas. Ben, écoutez, monsieur le maire a voulu créer une taxe sur les Google, etc., la fameuse taxe de 10% en 2019. Monsieur Trump lui a dit qu'il n'était pas question, et monsieur le maire a dit « Oh oui, pardonnez-moi », et il n'a pas... L'impôt est voté, monsieur le maire ne l'a pas prélevé. On dit « Maintenant, peut-être à l'OCDE, monsieur Biden, il va accepter, etc. » Non, à l'heure actuelle, la fiscalité s'applique aux sédentaires. Mais les nomades n'ont pas de fiscalité. Alors, vous dites pourtant qu'il y a des règles il y a en Angleterre un centre de régulation des grosses entreprises. Vous savez, c'est dans la planète entière qui ne... Écoutez, je vais vous raconter une année. Des règles politiques internationales, mais visiblement, le problème de l'impôt n'y est pas dans ces règles. Je vais vous raconter une histoire. On a introduit la TVA en République démocratique du Congo. Bon, et je suis conseiller du gouvernement pour introduire la TVA en République démocratique du Congo. Le Congo, je rappelle, c'est grand comme l'Europe. Oui. On n'a pu trouver que 8500 assujettis à la TVA. 8500 assujettis. À un moment donné, il y avait 6 entreprises pétrolières, multinationales. Bon. Et moi, je dis au ministre des Finances, j'ai dit, écoute, Athanas, il faut qu'il paie quand même la TVA. Oui. Il me dit, écoute, tu vas voir le président parce qu'ils ne veulent pas payer. Bon. Alors, je vais d'abord voir la représentante des 6 multinationales, c'est une jeune femme. Elle me dit, écoutez, monsieur le professeur, j'aimerais bien voir comment vous allez arriver à nous faire payer. Parce que nous, on ne veut pas payer, monsieur le professeur. Nous, à l'époque du général Mobutu, on a vu un accord, on ne payait pas les taxes sur le chiffre d'affaires, votre TVA va remplacer les taxes sur le chiffre d'affaires, on ne paie pas les taxes sur le chiffre d'affaires, on ne paiera pas la TVA, monsieur le professeur, jusqu'en 2020, 2030, si on change le contrat. Alors, ben, je dis, écoutez, moi, je vais aller voir le président Kabila. Donc, je vois le président Kabila, fils. Et donc, il y a tous ces conseillers autour d'une table, une dizaine de personnes, on m'écoute respectueusement, on me donne « Monsieur le professeur », etc. Et j'explique, je leur dis « Écoutez, ils ne veulent pas payer, on va faire un arbitrage international, on va aller devant un arbitre international. » Moi, je rêvais, je me suis dit « Je vais être nommé arbitre du Congo, je pourrai acheter TV Liberté avec mes honoraires, etc. » Bon, on m'écoute respectueusement et j'explique qu'on va quand même gagner, parce qu'on avait changé la règle fiscale à l'époque de Caillot pour les rentes, on va gagner dans un arbitrage international. On m'écoute respectueusement, mais à la fin, les multinationales n'ont toujours pas payé la TVA. Ben voilà un exemple. Parce que les États, il y en avait une japonaise, je crois, les États-Unis ont dû téléphoner, le Japon a dû téléphoner, point barre. Eh bien, nous, c'est pareil. Là, c'était le Congo. Mais monsieur le maire, ben, c'est un Premier ministre congolais. Le président Trump l'a appelé et lui a fait comprendre que sinon, sur les vins, sur les alcools, sur les champagnes, on allait comprendre. Voilà. Vous faites d'ailleurs beaucoup de comparaisons entre la France. La France a découvert qu'elle était un pays nord-saharien au système hospitalier et un régime politique présidentiel et avait un régime politique présidentiel d'un pays de la francophonie subsaharienne. Mais oui, mais en 1962, le général de Gaulle, en faisant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, je rappelle que de Gaulle, en décembre 1965, a été élu uniquement par les grands électeurs, dont les maires. Hein, voilà. Nous avons importé un système politique d'Amérique latine, un système politique d'Afrique, un système politique des États-Unis dont on a vu comment il a marché dans l'affaire Trump et Biden. Et le régime présidentiel est
est un désastre constitutionnel parce qu'il déséquilibre les pouvoirs. Une bonne constitution, c'est une constitution équilibrée, où aucun pouvoir ne peut prendre le dessus. Or, la constitution française est une constitution déséquilibrée à cause de l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc, nous avons un système politique d'Afrique subsaharienne. Et comme nous avons importé des populations subsahariennes, nous sommes devenus un pays nord-saharien. Il suffit de voir comment on jette quelqu'un le fleuve Congo, mais une petite de 14 ans, on la balance à la Seine. Et puis, comme on file un coup de machette au voisin, on file un coup de couteau entre bandes, on se tue. Alors, tout le monde a l'air choqué en disant c'est les bagnoles. Non, on a importé du subsaharien, et bien on est devenu nord-saharien. La France est un pays nord-saharien, avec le régime politique, un régime politique nord-saharien, une population anthropologiquement nord-saharienne, et qui a gardé les réflexes culturels, etc. Et vous avez vu la c'est pas une critique, c'est un constat. Dernière proposition du gouvernement algérien qui va retirer la nationalité algérienne aux Algériens qui se comporteraient mal en France, ce qui fait qu'on sera obligé de les garder. Mais bien sûr, mais bien sûr, il fallait y penser. Ils ont peur d'un phénomène 1962 de pieds noirs, enfin inversé, quoi. C'est évident. Alors, vous voulez un retour à l'élection par les grands électeurs, évidemment. 80 000 maires et par des gens locaux. normaux, par des gens raisonnables. Sinon, regardez la prochaine présidentielle, on verra Madame Hidalgo, puis ce sera Madame Hidalgo, et puis ce sera un autre parce qu'on l'a vu à la télé, en fonction des émotions du jour, un autre parce qu'il aura un pull vert jaune, un autre parce qu'il aura un gilet jaune. Tout ça, oui. c'est... Vous dites que les présidents sont en fait des gens fabriqués par les médias. Mais regardez le Sud-Amérique. Oui. Le président non pas de l'Équateur, président Équateur, non pas de l'Équateur, la petite république du Salvador. Bon, il a la casquette à l'envers, il parle. Le président Bolsonaro, il a été élu, voilà. On a eu Fernando Collor qui a été élu au Brésil par les médias. Les médias, à peine il a été élu, les médias ont cessé de le soutenir, il a dû démissionner. On a des élections, maintenant c'est Lula, on a des élections à base d'émotions, l'Ukraine, un acteur, et puis je ne sais plus quel pays africain, c'est un footballeur. En fonction des circonstances, voilà, Patrick Bruel, il sort un tube, c'est Patrick Bruel, et puis sinon c'est Booba, ou je ne sais plus, voilà, c'est plus rationnel, c'est de l'émotion. Ce système politique n'est pas raisonnable. Et le culte du jeunisme. Vous soulignez que personne ne monterait dans un avion dont le pilote n'a pas eu un certain nombre d'heures de vol. Mais écoutez, il suffit de voir le gouvernement, voilà, Aurore Berger, M. Attal, c'est des défilés d'Armani, de Géo du Club Med à Skiring, mais c'est pas ça la direction d'un État. Là, pour le coup, vous savez, c'est la phrase de Molière, quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les bons côtés qu'il faut lui ressembler. Si on prétend se régler sur l'Afrique subsaharienne, prenons au moins la sagesse dans les villages. Ouais, ce sont des vieux qui dirigent les villages. Le vieux sage. On n'a jamais vu une larve d'abeille dans une ruche qui dirige la ruche. On n'avait jamais vu un louveteau qui dirige la meute. Et là, c'est un gamin qui dirige le pays. Est-ce que quelqu'un monterait dans un avion piloté par un garçon simplement parce qu'il est chez Armani ou chez Boss et il fait la pub des costumes Boss? Personne ne monterait dans l'avion. Tous les présidents en prennent pour leur grade. Et il y a cette conversation qui est très intéressante à propos de la PAC entre Christian Jacob et vous. moi. C'est hallucinant. Oui, racontez-nous ça. Écoutez, nous sommes... La PAC, donc, la politique agricole qui a cassé le monde. Le Parlement européen nous payait des cours linguistiques pendant l'année, et puis pendant l'été. Alors tout le monde allait des cours linguistiques en fonction de l'endroit où se tenait. S'il se tenait à Taormina, tout le monde allait faire l'italien. S'il se tenait, j'en sais rien, à l'Écosse, tout le monde allait faire l'anglais, en fonction du lieu où se trouve. Moi, je m'appelle Martinez, je suis allé faire des cours espagnols à Grenade. Voilà. C'est joli, Grenade. Oui, donc voilà, c'est Grenade. Mais là, Christian Jacob, qui est député, président de la commission de l'agriculture, gentil garçon, qui arrive. Christian, qui avait
été ministre de la coopération de président Jacques Chirac, qui a été président du Conseil national des jeunes agriculteurs, l'équivalent de la FNCA, mais pour les jeunes. Avec Christian et quelques autres, Fernand Lorachinel, exemple, nous nous retrouvons en Écosse, à Édimbourg, je ne sais plus très bien, voilà, adorable. Et un soir, nous sommes invités par le parti indépendantiste, une dame dont j'ai oublié le nom, qui était notre collègue, qui nous apprend à danser les danses indépendantistes. Alors nous voilà, Christian Jacob et moi, la queue leu, nous tenons et dansons des danses indépendantistes avec la chef du parti indépendantiste, pendant des cours d'anglais, etc. Bon, j'ai appris à dire « My name is Mohamed, I live in Mohammed Street ». C'est à peu près tout ce que j'ai appris. Bon, très bien. Et là, on discute un jour avec Christian, là, dans une de ces réunions, et on arrive à parler du traité de Maastricht. J'ai dit, bon, mais Christian, tu as vu, on est tous les deux à la commission de l'agriculture, tu as vu un peu le désastre agricole que fait cette histoire européenne. C'était l'époque où on supprimait la PAC, on supprimait on voulait supprimer déjà les quotas, les prix garantis, et les restitutions à l'exportation. Les restitutions à l'exportation, c'est-à-dire quand nos éleveurs, nos céréaliers exportaient, on leur donnait la différence entre le prix que l'étranger leur achetait et le prix mondial. Donc ils ne perdaient pas, ils avaient une assurance sécurité. Et j'ai dit, Christian, forcément, toi et moi, on est là pour défendre les paysans, on est contre ce système. Il m'a dit oui. Mais j'ai dit, Christian, alors pour le traité de Maastricht, tu as voté contre. Ouais. Non, je l'ai voté. Mais dit, pourquoi tu es contre? Non, j'ai dit, mais il me dit, non, j'ai dit, Christian, tu l'as voté. Oui, mais Christian, tu m'expliques que tu l'as voté, tu m'expliques que tu es contre, évidemment, tu es agriculteur, et pourquoi tu l'as voté? Mais je l'ai voté parce que Chirac m'a dit de le voter. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit pour te convaincre? Il m'a dit, Christian, moi, je suis aussi contre le traité de Maastricht, mais je ne peux pas prendre la responsabilité d'arrêter à moi tout seul la construction européenne, donc il faut le voter. Voilà le verbatim avec Christian et Jacob. C'est extraordinaire. Le type, il est contre. Jacques Chirac est contre. Cohérent. Il ne peut pas aller au salon de l'agriculture et ne pas voir ça. Il est contre. Mais il faut. Et vous concluez par un texte d'un écrivain portugais, José Saramago. Qui a eu le prix Nobel. Je pense que nous étions aveugles, des aveugles qui voient, des aveugles qui, voyant, ne voient pas. C'est le roman de ce garçon qui était prix Nobel. Brutalement, tous les gens deviennent aveugles. Ils sont en train de conduire, brutalement tout devient aveugle et le roman commence. Tout le monde devient aveugle, toute la population devient aveugle brutalement. Jusqu'à la fin où tout le monde retrouve la vue et il dit on a été aveugle, on ne voulait pas voir, etc. C'est saisissant le roman. C'est ce qui est arrivé à la classe politique française. Elle le voit, les combats des bandes où les petits finissent dans la Seine, se plantent des couteaux. Tout le monde voit. Alors il y a un rituel. C'est effrayant, oui. On a oublié le merveilleux chrétien du rituel de la messe, mais il y a un rituel. Là maintenant, alors le rituel. Monsieur Darmanin se déplace. On crée une cellule de soutien psychologique. On fait une marche blanche. Plus jamais ça. On fait et ça se reproduit. Chaque fois que quelqu'un est tué, chaque fois qu'il y a un problème dans une banlieue, le ministre va, il y a une marche, on fait une cellule de soutien psychologique. Bon, donc c'est religieux. Ce sont des incantations. C'est religieux. Bon, on a abandonné le merveilleux chrétien, mais on a créé un merveilleux républicain. Absolument. Etc. Alors, mais à aucun moment tout le monde sait, tout le monde connaît la cause. Il ne s'agit pas d'augmenter les places dans les prisons, il ne s'agit pas d'augmenter le nombre de... Ah oui, et dans le rituel, on amène une compagnie de CRS. Il y a aussi le ministre à la compagnie de CRS, etc. Mais tout le monde sait que la cause fondamentale est anthropologique, elle est migratoire. On a mené des populations qui sont nomades, qui sont au contact de sédentaires, et quand vous mettez des nomades au contact des sédentaires, eh ben, ça crée des clashs. Voilà, toute l'histoire du sapiens, depuis le néolithique, c'est cette histoire-là. Bon, il faut traiter ce problème de nomadisme, voilà, il faut traiter ce problème de nomadisme au niveau planétaire, au niveau contrat, mais il faut le traiter. Voilà. Alors, à propos de planète, vous développez aussi une idée qui vous est chère, qui est l'alliance, l'Union pour la Méditerranée, vraiment en créant un Parlement qui existe déjà d'ailleurs, qui est à Malte. Qui existe et qui est à Malte. Je ne savais pas qu'il y avait 280 députés à Malte. Bien sûr.
pour favoriser les échanges entre les pays de la Méditerranée. Il faut intégrer, il faut une haute autorité politique de la Méditerranée, il faut une agence des migrations, il faut une agence de l'environnement. Alors, le président Sarkozy, il est fabuleux, le président Sarkozy, que Dieu le glorifie. Bon, il en a besoin, l'aide de Dieu. Mais il sent, avec M. Guénaud, il sent qu'il faut faire l'union de la Méditerranée. Mais sous la pression de Mme Merkel, qui ne veut pas que la France s'émancipe et crée une communauté méditerranéenne, sous la pression de Mme Merkel, et des Espagnols d'ailleurs qui ne veulent pas le monopole qu'ils ont à Barcelone, l'union de la Méditerranée devient l'union pour la Méditerranée, dans laquelle il y a la Pologne, il y a le Danemark, ça n'a plus de sens. Alors les Marocains ont récupéré, ils ont le secrétariat général, on a créé une université de la Méditerranée à Fès, mais c'est pas ça. Vous étonnez d'ailleurs que ce soit les peuples du Nord, les peuples de la forêt, qui dictent des lois, qui imposent des lois aux peuples de la mer et aux peuples du désert. S'il y a une union de la Baltique, moi c'est incompatible en effet. Je demanderai pas de participer à l'Union de la Baltique. Et puis, dernière alliance que vous réclamez, c'est avec l'Amérique latine. Bon sang. L'Amérique latine. L'alliance de civilisation Europe-Amérique latine. Voilà. La civilisation, bien sûr, occidentale, catholique, mais aussi le réservoir de vie. Vous dites que l'Europe est un monde qui est en train de finir et que la démographie... C'est une aberration, c'est les deux côtés de la même cathédrale. Les deux côtés de la même cathédrale. C'est le même peuple. Les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol et qui veulent qu'on les prenne pour des Anglais. Les Mexicains, en grande partie, sont des Espagnols. Les Argentins sont aussi des Basques. Les Chiliens sont des Allemands. Ce sont des cousins, ce sont des pieds noirs, ce sont des pieds noirs européens. Et alors, ces deux continents, autant la construction européenne a consisté à mettre des vieux avec des vieux. Là, l'union, ce que j'appelle l'alliance de civilisation Europe-Amérique latine, c'est 1000 millions de chrétiens et de latins. 1000 millions de chrétiens et de latins. Et qui s'emboîtent les vieux d'Europe et les jeunes d'Amérique latine. L'inventivité de l'Amérique latine, et nous qu'on est usés, on ne peut pas avoir de vaccin, on ne peut rien avoir. Mais tout nous a... Écoutez, lorsque j'étais député européen, on a créé le Parlement Europe-Amérique latine, l'Eurolat, on l'a créé. Oui. Mais j'y étais à la création à Lima. J'ai été même vice-président pour qu'un garçon du Front National soit élu vice-président du Parlement. Bon, très bien. Bon. Ma dernière réunion, avant que je ne sois plus député européen, c'était avril 2009 à Madrid. Ils ont adopté le concept d'union, à force que il y avait Pizarro qui était le président du Sénat chilien, à force que je répète qu'il fallait faire l'union de la Méditerranée, il y a une résolution qui dit l'alliance de civilisation Europe-Amérique latine. Bon, ben, on n'a pas continué. La France, regardez, la France c'est le Finistère, c'est là où finit la terre. La France est un pays maritime, la Pérouse, avez-vous des nouvelles de M. Lapérouse, Louis XVI? La France n'est pas un pays continental. Nous allons de Besançon à Clipperton, de Dunkerque à la Terre Adélie. La France est une puissance maritime et notre avenir, il est à l'ouest. Il est à l'Amérique latine. Notre avenir, il n'est pas à l'est. Ça, c'est l'Allemagne. Mais la France n'est pas l'Allemagne. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Claude Martinez. On vous écouterait pendant des heures, parce qu'en fait, vous nous redonnez de l'espoir dans une situation qui est quand même tout à fait catastrophique. Vous nous montrez des directions, vous nous montrez un soleil qui se lève. Et pour cela, merci beaucoup. Et puis, en plus, vous nous faites beaucoup rire. Et encore une fois, c'est un livre médicament, chers amis de TV Liberté, que je vous conseille. Une nouvelle ère, le coronalytique, c'est aux éditions de Chiré. Merci beaucoup, Jean-Claude Martinez. Merci Anne, heureusement que vous êtes là.